Bon alors, vous m'avez posé plein de questions sur la mécanique vélo, donc je suis allé voir mon pote Martin, un mécano, le meilleur, à son atelier, et on a répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. Tu trouveras des chapitres dans cette vidéo pour aller sur les thèmes qui t'intéressent, et un sommaire avec le timecode en description. Si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner, ça m'aide beaucoup à développer le projet. Martin, merci de nous accueillir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où on est? Qu'est-ce que c'est que ce nouvel atelier? Là, on est du coup à YouMove. C'est un magasin que j'ai intégré en début d'année qui est spécialisé dans la mobilité urbaine. On fait aussi beaucoup de vélos. On a aussi des scooters moto électriques. On va pas avoir de scooters de moto thermique. C'est uniquement de la mobilité. Donc vous faites de l'électrique et du coup aussi des vélos normaux, sport, triathlon. Tout à fait. On a des marques de roues, donc on peut améliorer les vélos, disques ou patins. On a vraiment beaucoup de pièces possibles et effectivement des vélos sportifs, route, VTT, triathlon, on peut tout avoir. Toi du coup c'est quoi ton domaine de compétences on va dire? Parce que je sais que tu es passionné de triathlon, t'es mécano. J'ai commencé il y a une dizaine d'années en faisant une formation qui s'appelle le CQP technicien cycle qui est sur l'île Jourdain à côté de Toulouse, qui nous apprend les bases de la mécanique et après c'est au fur et à mesure du temps. Ça fait quasiment 10 ans du coup que je suis dans le vélo et là du coup le dernier magasin où je travaille. Il faut une formation pour être mécano? Non, à une époque elle était obligatoire, mais c'est plus le cas maintenant. Je pense qu'elle est intéressante quand même à avoir, parce qu'il y a plein de choses où ça permet d'éviter de réfléchir 30 ans avant de faire une réparation, et cette base-là, elle est quand même importante. C'est pas obligatoire, mais ça nous apprend quand même pas mal de bases. Pour les gens qui font du triathlon, du vélo, toi, qu'est-ce que tu proposes ici? Tout type de vélo. Si vous voulez commencer avec des vélos de route, si on veut s'expérimenter avec des vrais CLM, en fait, on peut tout avoir. Donc, Et tu fais aussi de l'entretien, réparation, des choses comme ça? Exactement, l'entretien, réparation, l'atelier du coup qui a ouvert en début d'année, on peut tout faire. Quelle que soit la marque, même si ça n'a pas été acheté chez nous, on entretient tout. Bon, on va basculer dans le concret. Je vous ai posé des questions sur Instagram. J'ai mis une story pour savoir si vous aviez des questions sur la mécanique du vélo. Et il y a eu pas mal de réponses. On va essayer de répondre à toutes les questions. Il y a des trucs qui sont peut-être un peu généraux, donc je sais pas si on va s'étaler sur toutes les réponses. Mais voilà, on va essayer. Au moins donner des petites indications du coup. Comment entretenir de la meilleure façon son biclou, son vélo? Il y a plein de façons de l'entretenir, mais beaucoup de mauvaises. Un bon entretien de vélo, c'est un bon nettoyage. Tout ce qui est l'aspect transmission, donc la chaîne, la cassette, tout ça en fait, entretenir sereinement toute cette partie-là, c'est ça qui va permettre de pérenniser ce vélo, de durer un peu plus longtemps. Pourquoi la saleté abîme le vélo en fait? Parce que du coup la saleté c'est de la poussière et la poussière peut faire rentrer dans les roulements, même avec des caches poussières, parce que chaque roulement, ou la plupart en tout cas, ont des caches poussières, mais ça finit forcément par rentrer. Donc du coup si c'est pour que derrière on entende des craquements, des grincements dans le vélo, généralement c'est dû à un roulement qui est mort et l'entretien de son vélo passe par là. Ok, et du coup la saleté c'est aussi une perte de performance dans le vélo? Ouais, plus la chaîne, plus la transmission est sale, plus on va perdre en watts. Et effectivement, vu que dans le triathlon on est à la recherche du moindre watt à économiser, l'entretien de tout ça et garder propre va économiser en watts. Et ça tournera plus fluide. Un peu moins de friction quoi. Exactement. Alors, autre question, comment régler un dérailleur? Alors des dérailleurs, il y en a plein, des différents. Donc un réglage de base comme celui-ci, où on va être du coup sur une transmission 105, donc Shimano en mécanique, donc avec un simple tirage par câble, contrairement à d'autres vélos, notamment ton vélo JB où on va être sur du DI2. Là on va apprendre la base. Un dérailleur, ça fonctionne de la même manière, d'un Clarisse en entrée de gamme jusqu'à un Dura-Ace DI2. Ce qui va changer, c'est simplement qu'au lieu de passer la vitesse et faire enrouler un câble dans la manette, c'est un système électronique qui va passer les vitesses. Donc là, on va voir la mécanique de base avec ce dérailleur-là. Donc là, on est en 12 vitesses et les réglages, que ça soit du 8 ou du 12 vitesses, ça changera pas. On regarde toujours dans un premier temps le dérailleur arrière pour ensuite terminer sur celui à l'avant. Dérailleur arrière, on a 3 vis. Les vis de butée qui se trouvent juste ici. Donc c'est 2 vis de butée, donc la L et la H, qui vont régler la butée haute et la butée basse. Et on a une dernière vis qui s'appelle la vis d'englobé, qui se trouve juste ici et qui va permettre en fait de décaler le dérailleur et d'aligner le galet guide, donc celui-ci, au dernier pignon. Ça c'est un réglage. Donc le galet guide qu'on a ici, le dit galet tenseur pour celui-là, et en fait ce galet guide doit se rapprocher quasiment un maximum du pignon le plus gros. Ça, on le fait en dernier. Donc dans un premier temps, quand on voit un dérailleur et qu'on veut le régler, on va régler les vis de butée. Une fois qu'on les règle, il n'y a plus besoin d'y toucher. Ça ne va pas se dérégler. Si jamais vous avez des problèmes de passage de vitesse, ces vis-là vont jamais jouer. Elles vont jouer sur une seule chose, à éviter que votre chaîne sur la butée H aille dans le cadre, ou sur la butée L, donc low speed, aille dans la roue.
Pour ça, on vient simplement le contrôler en appuyant sur le dérailleur et en forçant en fait le dérailleur à aller plus loin. Si on voit justement que cette vis est mal réglée et que ça part dans la roue, à ce moment-là, il va falloir resserrer un petit peu pour recentrer cette vis-là et éviter justement que la chaîne tombe. Si elle est mal réglée et quand vous pédalez, vous avez beau passer vos vitesses, votre chaîne reste sur l'avant-dernier pignon, à ce moment-là, votre vis de butée est trop serrée et du coup, on vient la desserrer, donc toujours la vis L pour low speed, donc la vitesse où on vole plus lentement, et vous venez desserrer votre vis tout en pédalant jusqu'à ce que la chaîne passe sur votre pignon. Une fois que la chaîne est passée sur le pignon, on ne s'attardera plus sur cette vis là. C'est réglé, on n'y retouche plus. Le deuxième point, ça va être votre vis de tension de câble. Ça va être cette vis là où on va passer les vitesses du plus petit pignon jusqu'au plus grand et une par une. Là, je viens de passer une vitesse, on a entendu un cran dans la manette, mais il n'y a rien qui se passe. Pour qu'on puisse régler cette vitesse-là, il va falloir tendre son câble. Le fait de tendre le câble va décaler la chaîne vers l'extrémité opposée des cassettes et du coup, on pourra mieux le régler. Donc on pédale et en même temps, on vient desserrer cette molette qui va tendre le câble. On entend un petit peu de bruit, la chaîne est sur le point de passer sur le deuxième pignon. Théoriquement, la tension de câble est réglée. Donc on reteste, on redescend sur le premier pignon et on repasse une vitesse. Là, j'ai passé une vitesse, la chaîne se met sur le deuxième pignon. À ce moment-là, on teste sur tous les autres pignons. Si ça fait pas de bruit et que toutes les vitesses passent en montée, on est tout bon. C'est pas parce que vous montez bien que derrière ça va descendre aussi bien. Là, on va vérifier et toujours une par une, on va descendre les vitesses. Si jamais on voit que ça descend mal, c'est simplement la tension de votre câble à régler. En aucun cas, on va retoucher à ces vis de butée parce qu'elles sont déjà réglées. Et du coup, il n'y a pas besoin de s'y attarder. Je vois souvent des gens qui, quand ils ont des problèmes de passage de vitesse, on voit les vis de butée qui sont complètement serrées ou desserrées, et du coup, forcément, ça aggrave plus le passage de vitesse qu'autre chose. Donc là, uniquement la tension, et ça suffit. La dernière vis, qu'on appelle du coup la vis d'englobé, ça va être la vis qui va permettre de régler un peu plus précisément votre dérailleur. Le galet guide, comme on disait, donc celui-ci, on le règle sur le dernier pignon. Votre galet guide, il faut qu'il ait un certain espacement entre le dernier pignon et ce fameux galet, qui est aux alentours entre 3 et 6 mm. Pour qu'il soit plus représentatif, on passe le petit plateau, et là on peut voir que ce galet, il est assez proche. Plus il va être proche, plus il va être précis au niveau du passage de vitesse, mais s'il est trop proche, ce galet va toucher les derniers pignons, et du coup, les 2 ou 3 dernières vis vont mal passer. En serrant cette vis, on voit qu'elle agit soit en éloignant ce galet, et à ce moment-là, le passage de vitesse est moins fluide et moins précis, soit en le rapprochant. Donc là, en l'occurrence, on est sur du 5 mm, et le bout de votre clé Allen représente 5 mm. Donc en fait, vous le passez, et vous voyez à peu près l'écart entre la dernière dent du pignon et du galet. Prends pas en compte la chaîne, quoi. C'est vraiment entre les deux pignons, quoi. Exactement. Là, c'est vraiment le pignon supérieur, donc avec la dent. Donc la dent au plus long du pignon et du galet. Et là, on a fini. Le dérailleur arrière est réglé. Maintenant, on va passer sur le dérailleur avant. Il est plus simple. Il y a les marques entre SRAM, Shimano, agissent pas de la même manière. Shimano, en fait, votre dérailleur, il va travailler parallèle au plateau. Alors que SRAM va travailler toujours de biais et va faire monter qu'une partie des deux pour passer la vitesse. Là, on est sur du Shimano. C'est ce qui va être le plus simple à régler. La première chose qu'on va regarder, c'est justement ce côté parallèle du dérailleur sur le plateau. La fourchette, ça va être cette base-là, doit être parallèle au plateau. L'alignement du dérailleur est bon. On garde toujours cette notion d'espacement comme on avait sur le galet guide à l'arrière, entre la fourchette et le plateau. Là, c'est pareil, on va descendre aux alentours des 4 mm entre le haut de la dent et cette fameuse fourchette. Une fois que ça c'est réglé, vous avez cette tension, et c'est la seule chose qu'on va régler. Parce qu'une vis de butée, vous l'avez, elle est importante parce que ça va éviter en fait que votre chaîne déraille sur le plateau. Mais ça, c'est une seule vis sur les Shimano. Sur SRAM, sur d'autres marques, vous avez toujours deux vis qui vont régler du coup la vis haute et la vis basse. Mais celle-ci, c'est une seule vis, se retrouve juste ici. Et à ce moment-là, on vient de décaler. Toujours ces deux vis de butée haute et vis de butée basse. Pour le coup, c'est tellement bien fait chez Shimano qu'on a besoin de toucher qu'une seule vis. En fait, la première, on n'aura pas de déraillement qui va se faire au niveau du câble. Donc, en touchant cette vis-là, on voit que le dérailleur, il s'éloigne ou il se rapproche. Le but, c'est que quand on est sur le petit pignon, c'est là on va avoir plus de chances de toucher votre fourchette. Donc dès que vous appuyez sur les pédales, ça a tendance à faire un petit claquement. C'est votre chaîne en fait qui touche contre la fourchette. Et à ce moment-là, on vient serrer cette vis et ça décale la fourchette de la chaîne. On teste toujours en redescendant sur le petit plateau et en le remontant si on n'a pas de déraillement dans les extrêmes, donc sur le petit pignon.
Là, on teste une fois ou deux, ça déraille pas, votre vis est réglée. Vous avez une dernière vis à toucher, c'est ce qui va être équivalent en fait de cette molette qu'on a à la main sur le dérailleur arrière. Là, c'est cette vis-là qui va gérer en fait la tension du câble. En vissant cette vis-là, vous avez une pièce à l'intérieur qui va s'incliner et qui va tendre le câble. Donc là, on peut voir en regardant ici que plus on serre, plus le câble il se tend. Plus on va le desserrer, moins il va se tendre. Là, le but, c'est que ça soit tendu un maximum parce que vous avez votre butée qui va éviter de faire dérailler votre chaîne et ça ne devrait pas se desserrer. Là, on n'entend pas de bruit, le dérailleur est réglé. On vient tester sur le petit pignon en se mettant toujours à l'extrême. Donc votre gros pignon, on descend sur le petit plateau. Là, on n'entend pas de bruit, on n'a pas de frottement au niveau de la chaîne, le dérailleur est déjà réglé. Généralement, quand vous réglez votre butée haute, la butée basse suit et le réglage est aussi simple. On n'a plus besoin de gérer quoi que ce soit pour un réglage de dérailleur mécanique. Nouvelle question, quel est le meilleur matos pour nettoyer son vélo? Est-ce qu'il faut un dégraissant? Il y a plusieurs méthodes pour le nettoyer. Moi, celle que je préfère pour nettoyer le vélo, c'est du liquide vaisselle avec de l'eau. Et après, on peut brosser avec une brosse souple pour éviter de rayer le cadre. C'est la meilleure manière. On met le vélo dans la baignoire, un petit récipient liquide vaisselle eau tiède. On vient nettoyer tout le vélo et ensuite on le douche avec une pression faible pour éviter que ça rentre dans les roulements. Il y a des produits qui existent. Il y a ce produit-là, du coup, chez Motorex qui existe, qui va permettre en fait de pulvériser directement sur le vélo et ensuite avec un chiffon propre on vient simplement essuyer le cadre pour le nettoyer. Ça laisse une légère pellicule grasse qui permet de protéger un peu le vélo. Quand le vélo est trop sale, ce produit-là, il a ses limites. C'est pour ça que le liquide vaisselle avec une brosse souple, c'est ce qui va nettoyer le mieux. Il y a des dégraissants, mais un simple dégraissant frein marchera très bien parce que du coup, ça va pas mettre de pellicule grasse dessus. Là, on nettoie la transmission, donc tout ce qui est cassette ou chaîne. La meilleure manière pour nettoyer une chaîne, c'est de mettre le chiffon en dessous, venir pulvériser sur la chaîne et faire tourner pour enlever toute la crasse. Et ça, on y passe le temps qu'il faut pour qu'elle soit le plus propre et le plus chromée. Il y a des brosses qui existent comme celle-là. Ça, c'est une simple brosse Shimano, mais on en trouve vraiment partout. Et à ce moment-là, on peut rentrer vraiment au milieu de la chaîne. Nouvelle question, comment abaisser une potence de vélo de route avec les câbles qui sont intégrés? Toutes les potences fonctionnent de la même manière. Vous avez 3 vis, celle-ci qui va régler votre jeu. Il faut la serrer ou la desserrer uniquement quand les 2 vis latérales de la potence sont desserrées pour pouvoir régler le jeu. On peut enlever cette vis-là et passer les bagues inférieures vers le supérieur, donc au-dessus de la potence, et ensuite resserrer ces 2 vis pour éviter que la potence elle tourne. Sauf que le problème, c'est que ces bagues-là, sur les potences intégrées, ne passent pas forcément en haut. Donc il faut remettre d'autres bagues ou couper le pivot au-dessus, et ça sera en magasin qu'il faudra le faire. Puis il y a des vélos, il n'y a pas de vague comme ça. Non, les vélos standards, ce qu'on appelle du coup en A7, donc du pivot 1 pouce 1/8, c'est les classiques quand vous avez les câbleries extérieures. À ce moment-là, on peut enlever une bague ici et la mettre au-dessus. Mais il faut toujours en fait que si vous avez 5 bagues sous votre potence, il faut se terminer avec les 5 bagues entre en haut et en bas. Mais il faut toujours avoir le même espace parce que sinon vous avez du jeu qui va se créer. Mais sur les potences intégrées, toutes les potences sont différentes et je conseille vraiment de passer en magasin pour pas faire de bêtises. L'entretien plutôt chez soi ou chez un spécialiste? L'entretien, comme on expliquait, pour nettoyer un vélo, on peut le faire chez soi. Un entretien complet, ça reste un métier, et chez un spécialiste, ça sera plus précis. Mais un entretien courant tout au long de l'année, vous pouvez le faire à la maison. Alors, vraie question, grand classique, en tout cas que moi je reçois pas mal sur ma chaîne. Mettre son vélo sur home trainer, est-ce que ça l'abîme? Oui. Oui, mais t'es pas le seul, Marine, c'est pareil avec son vélo. En fait, sur un vélo, quand vous serrez votre axe, que ce soit du patin ou du disque, forcément, vous avez le cadre qui bouge, donc il prend pas autant de contraintes. Sur un home trainer, on est sur un trainer qui fait 15-20 kg, enfin même plus ou moins. Vous bougez, votre vélo va se tordre, le home trainer, lui, ne va pas bouger. Donc forcément, on usure prématurément le cadre. Donc oui, vous l'usez. C'est pour ça que des fois, vaut mieux avoir un vieux vélo où on essaye d'adapter la même position pour rouler en permanence dessus que de rouler tout le temps avec le même vélo. C'est comme tout, c'est comme les caméras que j'utilise, les voitures, comme tout ce qui a de la valeur. En fait, oui, c'est des vélos qui coûtent cher, mais en même temps, c'est quand même fait pour être utilisé. Et en fait, même si ça s'use, ça s'use. Mais moi, je préfère utiliser mon vélo pendant 4 ans,
enfin je sais pas, que j'utilise sur home trainer, dehors, sous la pluie, sur des terrains où il y a du sable et que c'est pas recommandé, enfin tu sais, en bord de mer ou quoi, plutôt que d'y faire hyper gaffe et au final l'utiliser 10 fois par an et pas me servir. Donc bon bah ouais, il y a des trucs on sait que ça les use. Enfin moi typiquement j'ai pas les moyens d'avoir un autre vélo et je considère que le home trainer c'est hyper utile pour tout. Après t'as des manières aussi de faire du vélo sur home trainer. Ce qu'on dit c'est pas se mettre en danseuse quoi, pas faire de sprint sur ton vélo. Enfin moi je le fais jamais quoi, les plus grosses puissances que je fais c'est PMA assis sur la selle sur le prolongateur. T'es pas en train de mettre des gros coups sur ton vélo. Enfin voilà, on peut abîmer son vélo de plein de manières. Moi je considère que c'est une usure que j'assume quoi d'utiliser sur home trainer. Après voilà, chacun fait ses choix mais c'est bien de savoir que il y a quand même une usure qui est faite quoi. Laver son vélo au jet haute pression. Non. C'est beaucoup plus simple, effectivement, surtout sur du VTT, parce que vous avez de la boue partout, on en met, il est tout propre, mais en fait tous les roulements, ils s'usent rapidement. Les roulements qu'il y a, c'est des roulements annulaires, vous avez un cache-poussière au-dessus, et en fait l'eau finit par rentrer, la pression rentre, et ça flingue tous les roulements. Des fois, il suffit même de 2-3 lavages au Karcher un peu précis pour flinguer un roulement. Alors ça vaut entre 8 et 10 € un roulement, donc c'est pas très grave si on le rapporte à l'année, mais il faut éviter. Vraiment, un jet d'eau en pluie fine pour enlever le gros, c'est très bien. Nouvelle question, tous les combien il faut changer la chaîne? Alors en fonction de la chaîne, plus on va augmenter le nombre de vitesses à l'arrière, plus la chaîne va être fine et du coup plus elle s'use. En moyenne, c'est entre 2500 et 3000 km. La chaîne n'est pas morte au bout de 2500 bornes, c'est juste qu'elle va commencer à user prématurément les pignons puis les plateaux. Généralement 2 chaînes, une cassette à changer et 2 cassettes, une paire de plateaux. Et juste rapidement, est-ce qu'avec l'usure de la chaîne, on perd en efficience? Un petit peu, oui. En fait, il y a un écart entre chaque maillon qui fait 12,7 mm d'origine. Plus il va s'user, plus ça va augmenter. On va monter à 13, 13,5 mm si vraiment vous tardez le changement de chaîne. Et effectivement, on peut perdre en watts. Est-ce que c'est possible de bosser pour un mécano et qu'il nous apprenne le taf et tout? Alors oui, on peut faire un stage en magasin du moment où on a une convention de stage pour apprendre le métier. Et à ce moment-là, on peut tout apprendre, on peut vraiment apprendre les rudiments de la mécanique. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser des roulements céramiques? Oui, les roulements céramiques, c'est une économie de watts qui est énorme. Après, c'est un tout. Mettre des roulements céramiques sur un boîtier de pédalier ou sur une paire de roues et derrière avoir une transmission toute sale, avoir une chaîne qui est usée comme pas possible, il n'y a pas un réel intérêt. Donc si on prend soin et qu'on nettoie régulièrement sa chaîne, oui, la céramique, c'est top. Autre question, salut, comment régler ces cales en étant à domicile sans entraîneur? Avez-vous un conseil s'il vous plaît? Pour régler des cales à la maison, c'est-à-dire pas super précis, mais mieux que rien. Donc il faut mettre la chaussure, vous prenez votre premier et votre 5e métatarse. Donc ça va être les os les plus à l'extrémité du pied. Donc ça va être ici. Et sur l'intérieur, ça va être la partie du pouce. C'est l'os qui est le plus large. On les marque avec un petit repère. On retourne la chaussure. Quand on met la cale, vous avez sur toutes les cales, vous avez un axe médian qui est représenté par un petit relief, un petit trait en relief. Et à ce moment-là, on vient le mettre au milieu des 2 marques qu'on a fait de la chaussure. On sait quand une cale est mal réglée, quand on a les doigts de pied qui s'engourdissent ou quand on a mal à la voûte plantaire au bout d'un certain temps. Donc le fait de le mettre au milieu, on appuie vraiment sur les métatarses et c'est plus efficace. Comment choisir son plateau cassette en fonction de son niveau? Au niveau des plateaux, on a couramment 3 dentures différentes, mais chez Shimano, on a du 50-34, du 52-36, du 53-39. 50-34, c'est plus quand on roule occasionnellement ou quand on habite dans un endroit en montagne où il y a beaucoup de dénivelé, ce qui n'est pas notre cas ici. 52-36, c'est qui est le plus utilisé, ce qu'on a sur le plus de vélos d'origine. À ce moment-là, ça marche très bien parce que du coup, on vient forcer, on peut prendre un peu plus de vitesse sans mouliner à 100 tours minute et c'est ce qu'on conseille la plupart du temps. Et le 53-39, 54-42, c'est vraiment plus pour une utilisation performance et plus expérimentée. À l'arrière, tous les dérailleurs ne peuvent pas adapter toutes les cassettes. Il y a une limite qui est marquée à chaque fois sur le dérailleur quand vous regardez sur les spécificités du dérailleur. Mais vous avez le plus couramment du 28 dents. Ça, c'est plutôt pour rouler sur du plat. Et après, on a 30, 32 ou 34. Et à ce moment-là, plus on augmente dans ce chiffre-là, plus on va mouliner. Et du coup, on aura des pignons à l'arrière plus gros, plus faciles à emmener. Donc c'est toujours 11, 32, 11, 34? En fonction de la marque. On peut démarrer un peu plus. SRAM commence à 10 dents. Shimano à 11 dents sur le route. Il y a certains braquets ou si par exemple on n'a pas forcément envie de forcer qui peuvent commencer jusqu'à 14 dents. Ça c'est pas forcément utile sur du triathlon. Donc, généralement on commence à 11. Et ok, parce que moi je suis en 53-39, 11-28. Oui. Donc c'est le braquet où tu es censé aller plus fort, plus vite.
Bah, après, sur des courses plates ou comme à Topo où ça roulait bien, là j'étais limité quoi. Pour ceux qui font de la compète, et moi j'ai pas un gros niveau vélo, donc les gens qui poussent vraiment fort, 53-39 c'est quand même une base, c'est la base quoi. Ouais, exactement. DI2 plutôt pratique ou gadget si on commence le vélo? Pour commencer le vélo, c'est un plus. On peut s'en passer, on peut rester sur du mécanique parce que sur le principe, effectivement, ça peut être gadget. Vaut mieux avoir une belle paire de roues, un beau vélo équipé en mécanique plutôt que du DI2 avec des roues en alu basique. Mais une fois que vous avez goûté au DI2 ou à l'AXS chez SRAM, c'est difficile de revenir en arrière. On n'a pas de réglage de dérailleur à revoir, tout c'est quasiment automatiquement, puis c'est quand même un sérieux confort. Moi je vais ajouter un truc par rapport à l'utilisation. Ce que je vois, bon déjà les passages de vitesse, c'est fluide. Ouais, c'est hyper fluide, alors je sais pas, c'est carré quoi. Et aussi sur triathlon, du coup, quand on est sur le prolongateur, il y a possibilité d'avoir des boutons aussi sur les prolongateurs et pas avoir à lâcher le guidon, reprendre le truc à chaque fois qu'on change une vitesse, à se remettre en haut. Ça c'est le gros intérêt du DI2 aussi en triathlon quoi. Effectivement. Donc ça c'est uniquement sur les vitesses électroniques qu'on voit ça. Après, l'inconvénient c'est qu'il faut... Moi ça m'est jamais arrivé de tomber en panne, mais il faut bien penser à le charger. Après par rapport à la question, il dit pour un débutant, perso mon conseil, quand on débute le vélo triathlon, ce serait de vraiment prendre un vélo d'occasion, le moins cher possible, le moins sophistiqué possible on va dire, parce que il n'y a pas besoin de DI2, il n'y a pas besoin de frein à disque, il n'y a pas besoin de trucs chers en fait pour découvrir le vélo. Ça va pas non plus vraiment pénaliser par rapport à la performance ou quoi, parce que c'est quand même des gains qui sont assez marginaux par rapport à la performance. Et une fois qu'on aura utilisé un vélo, on va savoir de quoi on a besoin, ce qui nous plaît. En fait, même quand tu commences le vélo, tu sais pas ce qui te plaît, tu sais pas si le DI2 c'est un truc qui va vraiment changer les choses, c'est pas si tu vas être gêné parce que tu as des freins à patin, des freins à disque, et ce que tu vas vouloir par la suite. Donc avoir une période où tu utilises un vélo basique, je pense que c'est nécessaire pour ne serait-ce que apprendre à te connaître toi et savoir ce que tu vas vouloir après. Et en vrai, moi chaque année, en fait, il y a des choses auxquelles je pense où je me dis ah ben voilà, là par exemple sur mon vélo de triathlon, je me dis ah ben finalement le système d'hydratation, c'est pas comme ça que j'aimerais qu'il soit parce que quand j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et ça m'allait pas, j'aurais bien aimé que ce soit comme ça. Tant que t'as pas utilisé ton vélo, tu peux pas deviner tout ça. Donc je pense que pour les débutants, vous prenez pas la tête avec des trucs très sophistiqués, roulez et vous prenez pas de risques financiers, vous verrez bien dans quoi vous avez envie d'investir plus tard quoi. Est-ce que c'est possible de changer ses freins à patin par des freins à disque? Et non. Il y a certains cadres qui étaient équipés de ce double système, sauf qu'il faut changer les roues, il faut changer les poignées, c'est pas les mêmes. Donc non, il faut tout changer, donc c'est pas possible. Il y a très peu de cadres qui proposent ces deux versions. Comment savoir si les patins de frein sont trop usés? Les patins, on peut le voir. Vous avez un petit témoin d'usure qui est ici, donc alors ce petit trait qu'il y a là, c'est pour enlever l'humidité quand il pleut, mais c'est aussi pour savoir s'il reste assez de garniture. Donc là par exemple, on voit que les patins ils sont morts, moins en fait il y a de matière pour freiner, plus elle est usée du coup. Ok. Comment changer une chaîne? Donc on a l'attache rapide qu'il y a ici, qui va s'enlever assez facilement. Là il faut un outil pour l'enlever, on n'a pas forcément besoin de cet outil pour le remettre, mais on vient sortir la chaîne en serrant cette partie. Donc en fait on vient mettre l'outil, on resserre, ça déclipe du coup l'attache rapide, on vient le désolidariser, du coup c'est en deux parties, votre chaîne s'enlève. Pour remettre la chaîne, on le passe de la même manière, mais vous le mettez sur le petit plateau, sur le petit pignon, vous le faites passer par votre dérailleur. Il faut faire attention à cet endroit-là, vous avez un petit ergot, il faut bien passer au-dessus pour éviter que ça appuie. Vous remettez votre chaîne et une fois qu'elle pend de chaque côté, il faut forcément la dériver. Pour la dériver, on vient d'abord mesurer la longueur. Donc quand on est sur petit pignon, petit plateau, il faut en fait que votre chape de dérailleur, donc cette partie-là, se décolle légèrement. Là en l'occurrence, elle s'est décollée, elle est en légère tension, elle est à la bonne longueur. Sinon on vient la recouper. Vous avez un sens sur votre attache rapide parce que vous avez une petite flèche pour le sens de rotation. Vous mettez la première partie, la seconde à l'opposé. On vient mettre votre attache rapide et pour la clipper, on la met en haut. Donc là elle est ici et on donne un petit coup et l'attache rapide est clippée, la chaîne est changée. Devons-nous strictement mettre des disques du même modèle que l'étrier Dura-Ace dans Dura-Ace? Non, du tout. On peut vraiment varier du moment où la taille est la bonne. Vous avez 160 et 140. Après, quelle que soit la marque, ça freine pareil. Ça marche aussi bien. Comment régler les freins qui grincent?
Sur des freins à patins, quand ça grince, il faut généralement les mettre en ce qu'on appelle une position chasse-neige pour que ça vienne appuyer et ensuite arriver sur la jante en intégralité. C'est ça qui évite le bruit. C'est un réglage de patin. Sur les disques, si ça grince, généralement, c'est qu'il y a un corps gras qui s'est mis dessus. Peut-être que quand vous lubrifiez avec un aérosol ou que vous dégraissez, il y a du gras qui s'est mis sur le disque et ça, il n'y a rien à faire. C'est un ponçage de disque, un dégraissage de disque et un changement de plaquette. Quand ça grince là-dessus, il n'y a pas le choix. Le disque, on peut le récupérer, pas les plaquettes. Non. Les plaquettes, elles se nettoient pas. Du moment où il y a du gras sur ta plaquette, c'est poubelle. Non. J'ai essayé plein de techniques, il n'y a rien qui se fait. Le dégraissant de disque, c'est vraiment pour les disques et pas les plaquettes. Donc du moment où vous en passez dessus, ça va marcher un tout petit peu sur les 2-3 premiers freinages et après le bruit revient. Donc du moment où ta plaquette elle est contaminée, c'est ciao. Après ce dégraissant-là, pour nettoyer votre chaîne, vous pouvez, mais si jamais vous le vaporisez et que vous dégraissez votre cassette comme ça, c'est obligé que vous allez mettre du gras qu'il y avait sur la cassette sur votre disque. Donc dans l'idéal, on nettoie toujours de haut en bas et jamais en direction des plaquettes. Et si on respecte ça, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait un corps gras qui se mette dessus. Une égratignure sur le vélo carbone est grave, peut-on réparer? On peut tout réparer. Même s'il y a un pet sur le carbone, il y a des réparateurs qui travaillent très bien et on voit presque plus de différence. Donc si c'est une égratignure au niveau peinture, c'est pas grave, on met un autocollant dessus ou on peut faire une retouche peinture. Si le cadre est cassé, quasiment toute casse se répare sur un carbone. Mais on perd la garantie, on perd tout le reste, mais c'est mieux que de jeter un vélo. Quel est le meilleur rapport pour le CLM entre les chambres à air classiques, le latex ou le TPU? Chambre à air latex, un peu plus performante. Tout ce qui est butyl, donc TPU c'est le même mot, c'est plus lourd, mais vraiment plus lourd parce qu'il y a des chambres à air des fois qui vont jusqu'à 110 grammes, c'est énorme, mais la plupart ça fait 60-70 grammes. Le latex il va être plus performant, effectivement, mais du coup plus fragile. Moi j'ai utilisé des chambres à air en latex. Alors oui, c'est plus léger et c'est censé être mieux pour la performance parce que aussi plus souple, mais vu qu'on utilise des pneus qui sont ultra rigides, genre les GP5000 et tout, enfin c'est, pour moi en tout cas c'est dur à changer et tu dois des fois forcer et tout. Là t'as vraiment pas le droit à l'erreur, tu peux pas mal pincer ta chambre à air et tout. Et franchement moi j'en ai peut-être utilisé une dizaine et sur une dizaine j'en ai déchiré 3 je pense. Des fois tu changes ta chambre à air, t'es en extérieur, t'as froid et tout, tu te dépêches et boum tu... Voilà. Vraiment t'as pas le droit à l'erreur quoi, il faut vraiment que ton pneu il soit impeccable, qu'il n'y ait pas un débris dedans, tu peux pas la pincer. Donc oui c'est plus performant mais c'est quand même, ne serait-ce que pour la changer, c'est plus fragile, il faut faire vraiment gaffe quoi. Ouais. Moi j'ai arrêté d'en utiliser parce que... Ça coûte aussi très cher. Les chambres à air comme on disait tout à l'heure, même en TPU, il y en a certaines chez Tubolito, chez Pirelli. C'est vraiment hyper fin, c'est censé être plus performant. Ça vaut 60 € une chambre à air. On commence à 30 € la chambre à air. Là je vois pas d'intérêt, vraiment. Pour moi c'est trop cher pour ce que c'est. Comment fait-on pour devenir réparateur vélo? Il y a plusieurs processus. À l'époque, c'était obligatoire du coup d'avoir le CQP, comme on en a parlé au début. La meilleure expérience, c'est en magasin de vélo, à apprendre pendant 1 an, 2 ans avant vraiment de se lancer. Il y a des écoles qui proposent des alternances. Ça dure 2 ans pour avoir justement ce fameux diplôme. Sinon, le seul diplôme qu'il y a, parce qu'on fait partie de la convention d'automobile, ça reste le CQP technicien cycle. Il y a 2 écoles. Il y a le CNPC et Sup de vélo. Et c'est 2 écoles qui sont très très bien. Moi, j'ai fait Sup de vélo et j'en étais ravi. Ça appartient à l'enseigne Culture Vélo. C'est à l'île Jourdain, à côté de Toulouse. Et je les trouve très pro, très carrés et on apprend beaucoup là-bas. Nouvelle question, comment on enlève et on remet la roue arrière sans y passer 30 minutes? Que ça soit disque ou patin, c'est la même façon de procéder. On se met sur le petit pignon, dans l'idéal le petit plateau parce qu'on enlève la tension. On enlève notre axe, ou on le dessert quand c'est du patin. Une fois qu'on n'a plus l'axe, on vient tirer le dérailleur pour venir sortir la chaîne. Pour le remettre, c'est le procédé inverse. On fait attention juste au disque pour pas que ça appuie sur le cadre et que ça le casse. On vient mettre la chaîne au milieu, tire le dérailleur vers l'arrière, on se remet toujours sur le premier pignon et la roue est mise. C'est la meilleure technique. Et après on remet notre axe. On remet notre axe, on serre. Si on a une clé dynamométrique, c'est 11 à 15 Newton en fonction du vélo. Sinon, vous serrez un K contact plus un quart et on est tout bon. Et on le fait en moins de 30 minutes. Là, on a mis 2 minutes. Même pas. 1 minute. De combien on altère l'efficacité et la durée de vie d'un vélo si on l'entretient mal mécaniquement? En fait, tous les vélos, le cadre, tant qu'il n'est pas marqué,
on peut tout changer. Donc au pire, on l'a bien usé et il y a plein de choses à changer. On change les roulements, cassette, la chaîne et on revient à neuf. Oui, en fait, un mauvais entretien, ça va surtout user prématurément les pièces du vélo, plateau, cassette, chaîne, etc. quoi. Exactement. Mais du moment où le cadre n'est pas cassé, théoriquement, on peut le garder. Même si la durée de vie du carbone est moins importante qu'un acier ou un titane. Comment on change une roue libre? Donc ça, je pense, c'est par des roulements. Non, je pense roue libre, il change la cassette. Je pense qu'il parle de ça. Pour changer une cassette, c'est tout bête. Il nous faut deux outils. On a du coup le fouet à chaîne qui est mis sous pince, mais il existe aussi d'autres versions. On vient tenir la cassette, on met l'outil à l'intérieur et on vient baisser et tourner l'outil de serrage de cassette. Une fois qu'il est desserré, on enlève l'écrou, tous les pignons et on enlève la cassette. Pour la remettre, vous avez des ergots à l'intérieur. Il faut le remettre à chaque fois à la bonne place. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a plein de détrompeurs. Vous remettez votre cassette. Une fois que tout est bien mis, on remet l'écrou. On n'a plus besoin du fouet à chaîne. C'est uniquement pour le démonter. On remet l'outil. Quand on a repris le filetage, on serre. Et c'est serré. Est-ce que le poids du vélo joue beaucoup en contre-la-montre entre 9,5 et 7,5 kg par exemple? Oui, il y a forcément une différence parce qu'il est plus facile à emmener un vélo léger, du coup de 9,5 kg. Dans tous les cas, un contre-la-montre c'est plus lourd et il nous faut un petit peu d'inertie. Donc avoir des vélos trop légers, c'est pas forcément bien, d'après moi. En tout cas, le poids a moins d'incidence que sur un vélo de route avec du dénivelé. Quoi. Ouais, exactement. Après, c'est surtout pour grimper. Vous allez monter un col, plus le vélo est léger, moins vous avez à porter dessus. Il dit en CLN, donc je sais pas s'il parle de cyclisme ou de triathlon, mais généralement en triathlon, surtout en triathlon longue distance, on est avec plein de liquide, on a plusieurs litres d'eau sur nous et tout, donc faut pas trop se prendre la tête pour 300 grammes non plus à mon avis. Ouais. Alors oui, entre un vélo à 10 kg et un vélo à 8 kg, je pense qu'on voit une différence, mais entre 8,5 et 9 kg, il n'y a aucune différence pour moi. Comment laver son vélo en appartement? Si on a une douche ou une baignoire dans l'idéal, comme on expliquait au début, une brosse, nous c'est ce qu'on fait et ça fonctionne très bien. Comment entretenir les roulements de galets de dérailleur? Les trois quarts des roulements d'origine, enfin des galets de dérailleur d'origine, n'ont pas de roulement. C'est souvent simplement deux pièces en plastique dessus. Quand on monte en gamme, on a des petits roulements et à ce moment-là, on les entretient en les démontant. Mais jamais on va sortir une bille par bille pour les graisser, ça sert à rien. Quand vous avez les chapes de dérailleur céramique, c'est toujours à sec. Donc un nettoyage, il y a des petites tuiles spéciales en fait qui se mettent dessus et c'est le simple entretien. Mais pour le coup, la meilleure façon d'en entretenir un, c'est de le nettoyer au chiffon et de limiter un maximum de terre autour. Nouvelle question, avant-dernière question. À quelle pression vous gonflez un tubeless? Alors les tubeless, l'avantage c'est qu'on peut descendre en pression par rapport à une chambre à air. Les chambres à air, on avait anciennement la méthode de 10% du poids du pilote. Donc si on fait 60 kg, on met 6 bars. Ça maintenant c'est fini. Tubeless, c'est la plupart du temps maximum du 5 bars, 5 bars 5. Il y a des calculateurs sur internet, notamment chez SRAM, qui fonctionnent très bien. Là on voit Pogacar sur le Tour de France, il roule la plupart du temps entre 3 bars et demi et 4 bars. Donc en fait on peut vraiment descendre en pression si on augmente un peu la taille du pneu et ça permet d'avoir plus de confort et du coup forcément plus de performance sur du plat parce que le vélo ne saute pas. On aurait tendance à penser qu'il faut gonfler beaucoup pour aller plus vite. Ouais. Bah non en fait. Et quand je parlais avec Léo Bergère à Topo, lui il cherche la limite basse quoi. Essayer de baisser le plus possible. Bon, quand il fait du court, c'est pour avoir plus d'adhérence et tout, mais il disait en fait je perds pas en vitesse, même en étant le moins gonflé possible quoi. Après toutes les jantes et tous les pneus ne peuvent pas permettre de descendre aussi bas. Si vous avez le bon combo, c'est pour ça qu'il faut vraiment tester avant une course, et notamment avec le revêtement de la course. Sur la Topo justement, c'est pas le même revêtement qu'ici. Dernière question, quand passer sur un vélo de triathlon avec prolongateur? J'ai peur de la chute. C'est comme tout, il faut tester, il faut vraiment rouler un petit peu pour avoir une aisance sur le contre-la-montre, ça va quand même très vite. Un contre-la-montre, c'est bluffant la différence qu'on a entre un CLM et un route, parce qu'on a une position plus aéro, on a un vélo plus aéro, et vraiment la vitesse elle se fait ressentir, on gagne énormément de watts, donc en fait ces mêmes watts, on les met à une vitesse nettement supérieure. La chute, oui, il faut rouler, il faut pratiquer. Toi-même pourras mieux répondre que moi à cette question parce que tu roules beaucoup plus. Par rapport au moment sur lequel passer sur le prolongateur, je pense que c'est vraiment à partir du moment où sur une course M ou L, on veut performer en fait, et on veut gagner des minutes. Sur un vélo qui va durer, je sais pas, 2 heures admettons, on commence à être intéressé pour gagner 5 minutes. Il y a un gain aérodynamique très conséquent avec des prolongateurs. Si on est plus dans un truc de on veut juste terminer la course, on veut juste le faire pour le défi, s'amuser, il n'y a pas forcément besoin de prolongateur, mais si on veut
commencer à s'intéresser à un chrono, surtout sur du longue distance. Les prolongateurs, ça fait un gain direct, automatique quoi. Et après, pour la peur de la chute, même avec l'expérience, c'est présent, il faut faire attention. Mais je pense qu'on sait aussi quand on prend des risques. Moi, je suis tombé une fois un vélo avec des prolongateurs. Je savais que je prenais un risque quoi. J'étais en descente, il y avait des virages, j'étais sur le prolongateur. Bah, tu sais que tu perds un temps de réaction pour atteindre tes freins et voilà quoi. Moi, dans les agglomérations, je suis jamais sur mes prolongateurs parce que bah, tu sais que c'est hyper dangereux. Après, une fois que tu es en extérieur sur des départementales, en ligne droite, bah, après, c'est juste une aisance de pilotage et ça, tu fais assez rapidement finalement être sur les prolongateurs. Autre truc, c'est que les prolongateurs, là je réfléchis à des vélos de chrono, mais mettre des prolongateurs sur son vélo de route, c'est pas non plus hyper engageant. T'as des prolongateurs à 50 €, tu peux mettre sur ton vélo de route et tester et voir ce que ça donne, et t'as déjà un gain aérodynamique hyper conséquent par rapport à une position où t'es sur les cocottes. Quoi. Ouais, sur les cocottes. On gagne aussi beaucoup en confort parce qu'on repose l'avant des bras quand on vient de travailler en natation, donc c'est bien. C'est une aisance aussi qui va s'acquérir au fur et à mesure de rouler avec. On va prendre de plus en plus de plaisir, on va pouvoir tenter plus de choses. Comme tu disais, c'est plus nous en fait qui sommes dangereux plutôt que les prolongateurs. Quand on se dit ça va passer, ben non ça passe pas. Moi j'en ai fait les frais au Sable d'Olonne. Sur les prolongateurs, à prendre un bidon, ça marche forcément pas bien. C'est pas le prolongateur qui te fait tomber, c'est toi qui te sens pousser des ailes et qui tente des trucs qu'il faut pas tenter en prolongateur. Mais sinon, il n'y a pas de raison que les prolongateurs te fassent tomber. Qu'est-ce qu'on fait là? On va le couper. Pourquoi on le coupe? Pourquoi on le coupe? Parce qu'il passe pas au niveau du retour de la tige de selle. Parce que ma dernière étude posturale, en gros, j'ai dû baisser la selle et du coup, le système d'hydratation derrière qui contient la poche à eau. Lorsque la poche est en place et qu'elle dépasse un petit peu, ben, ça passe pas. Faut raccourcir en fait ce système d'hydratation là, et donc c'est pour ça qu'on va le couper. Tu l'as poncé en fait là? Ouais. Ah ok. On va démonter ton pédalier. Ouais. Ça normalement il faut pouvoir le desserrer avec un outil. Arrête. C'est quoi ce bordel? Oh non. C'est pour ça que j'avance pas. En vrai oui. Ouais, bah c'est normal. Alors vraiment, attention, entraîneur, ça fragilise les vélos. Est-ce qu'on est sur un cas intéressant? Ouais, en fait t'as pété ton boîtier, il s'est fendu. Et du coup cette partie-là est censée être filetée, mais en fait ça s'est pété au niveau du filetage. Un boîtier, ce qu'on appelle press fit, c'est ces deux cuvettes, elles sont vissées l'une sur l'autre et c'est elles qui viennent se comprimer en fait sur le cadre. Ouais, dans l'idéal faudrait le changer. Ok, et ben je vais encore avoir un truc en plus à acheter moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a été utile. Merci à Martin de nous avoir expliqué tout ça et pour son aide dans mon projet. Quant à moi, je vous dis à très vite.